Il y a quelqu'un dans l'église. Oui, il y a quelqu'un. Non, parce qu'il y a quelque chose dans l'église. Mais non, c'est pas. Ah si. Il m'a dit, hier est derrière, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Et il a rajouté, je pars à Tahiti. Et il est parti. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'on est là alors? On doit accueillir la fournée des nouveaux arrivants. Eh ben... On fait les équipes? Allez. Allez, c'est parti. Ah, attends, regarde. Là, à tout blanc, là aussi, là. À quelle période vivait Rantanplan? T'as vu? Elle sait. Ah, va peut-être se tromper. À la conquête de l'Ouest. Ouais. Votre attention, s'il vous plaît. Je m'appelle Joe. Nous sommes en 1834 et je vais vous raconter la modeste histoire de Revel City. Il y a fort longtemps, de courageux colons, animés par un espoir immense de découvrir un précieux minerai, ont gravi les périlleuses faces est de Beldon pour basculer sur le versant ouest. Leur exploit d'ascension donna le nom à la montagne qui se dresse derrière vous, le Grand Colon. Des familles entières de néo-ruraux arrivèrent, tous équipés de roues-neige, de bottes fourrées en poils de chamois et de chemises épaisses quechua. La ville s'enrichit grâce à ce précieux or blanc. Mais l'or blanc attira aussi son lot de vermines et de délinquants. On dut vite nommer un shérif pour établir l'ordre dans la ville. Après des discussions animées, qui a sa deuxième étoile? Qui a un cheval tout-terrain? Et qui mange le plus de raclette? Le vote se porta sur une téméraire cowgirl et l'établissement sécuritaire du Far West fut créé. La vie s'installa à Revel City et chaque jour amena son lot de nouvelles aventures. Que des duels sanglants éclatent à Revel City. C'était à moi de passer pour tracer cette poudreuse. Ah, tu déclenches des avalanches à chaque fois, espèce de débutant.
Les chances de survie étaient malheureusement faibles dans ce désert médical. Le croque-mort attendait patiemment que les blessés succombent. Un beau jour, un marchand ambulant débarqua dans notre petite ville. Il avait avec lui tout un attirail de fioles et de potions dont il vantait les mérites. Son produit phare était l'élixir de Donan Tea, qui pouvait guérir les blessés, rajeunir les vieillards et permettre de manger autant de raclette qu'on veut sans jamais tomber malade. Le marchand proposa une démonstration sur un vieux cow-boy qui passait par là. « Hé toi, vieillard, que je ne connais pas, voudrais-tu retrouver ta fougue d'antan et pouvoir descendre les pistes les plus noires ?» L'effet fut immédiat et tout le monde se précipita pour acheter le fameux élixir. On amena le blessé du duel pour le guérir, mais après quelques soubresauts, le pauvre homme mourut brusquement. Les Revellois s'aperçurent alors de la supercherie et leur colère fut terrible. « Charlatans, plantez-le de vos bâtons, sous l'avalanche !» Lorsque justice fut rendue à ce brigand, le calme revint à Revel City. Les Revellois décidèrent de célébrer leur victoire collective avec une méga fête. Le whisky aux herbes de montagne coula à flot et la danse fut endiablée. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un pays fort guillemets, un homme de Cro-Magnon a eu une idée fort lumineuse. Est-ce que tu as regardé les Jeux Olympiques de Paris cet été? Parce que c'était vraiment incroyable. Oui, ma petite, j'ai suivi ça de près. Est-ce que tu as déjà vu les Jeux Olympiques? En vrai? Oui, j'ai eu la chance de voir les Jeux de 1968 à Grenoble, quand j'étais plus jeune, auxquels j'ai même participé. Dis-moi, sur quelle épreuve étais-tu? Le ski? Ah non, tu sais, moi j'étais sur la glace, un vrai dur. Tu étais hockeyeur alors. Oh non, pas le hockey. Tu sais, il fallait plus de souplesse, plus de délicatesse pour ce que je faisais. Waouh! Alors, patineur, papy. Et non, voyons, tu sais, j'utilisais une sorte de balai. Il fallait être précis. Ah, mais oui, je vois. Du curling. Oh, mais non, ce n'est toujours pas ça. Zut, je l'ai sur le bout de la langue. Papy, en fait, c'est toi qui refaisais la glace pour les athlètes. Pourquoi organise-t-on les Jeux Olympiques, grand-père? Ça vient d'où, cette tradition? Cette histoire commence il y a très longtemps,
dans un monde peuplé de dieux puissants et de héros légendaires. Poséidon, mon frère, regarde-les-moi, ces mortels, toujours à se plaindre, à râler. Ferait mieux d'aller au temple et de prier pour nous. Tu as raison, Zeus. Peut-être pourrait-on leur trouver quelque chose d'autre à faire. Qu'en penses-tu, Athéna? La dernière fois, je leur ai envoyé une petite épidémie, je t'en parle même pas. Ça les a bien occupés. Et si on inventait un divertissement pour qu'ils arrêtent de trop réfléchir? Bonne idée, mon frère. J'invente la course sur pied. Tourner en rond en courant, ça va calmer leurs ardeurs. Oui, mais alors qu'avec des hommes musclés, sinon ça ne vaut pas le coup. Et si on leur faisait jeter des trucs? J'invente le lancer de machin. Oui, mais qu'avec des hommes musclés et huilés, sinon ça ne vaut pas le coup. Et pourquoi pas se battre? J'invente la lutte gréco-grecque. Oui, mais qu'avec des hommes musclés, huilés et tout nus, sinon ça ne vaut pas le coup. Regardez comme ils sont heureux. C'est grandiose. Bravo. Faisons ça tous les 4 ans. C'est là toute la beauté de notre création. Il y aura tellement de problèmes qu'ils ne penseront plus à protester contre nous. Mais je ne comprends pas. Les JO, c'est un moment de joie, ça réunit les gens. Pourquoi toutes ces manifestations? Tu sais, les manifestations, cela a aussi permis de grands changements pour l'homme. Viens voir. Je vais t'emmener sur les barricades de mai 68. J'ai bien connu cette époque. J'étais un leader à la Sorbonne avec mon pote Daniel Cohn-Bendit, appelé Danny le Rouge. Ici, nous occupons la Sorbonne. Dis, papy, pourquoi avez-vous manifesté? C'est simple, on avait trop le seum. On voulait révolutionner le système, avoir plus de liberté. Les jeunes en avaient marre de l'autorité des darons. On voulait la fibre à Revel. Alors, on avait piqué les cagettes de la map pour faire les barricades. Regarde. Sous les pavés d'alpage. Ah bah les cadences infernales, installe trop la flemme. On en a marre des pavés. Allez, on se casse à la plage. Et t'as fait quoi après, papy? J'en avais marre de la violence. Je suis parti rejoindre une communauté beaucoup plus cool. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Allez public, on se lève. Celle-là. À quelle période vivaient les mammouths?
ce soir retrace la vie de nos ancêtres lointains. Le présent groupe d'Homo sapiens, plus communément appelé homme moderne, est composé d'Homo erectus. Erectus pour homme debout, bien évidemment, pour les esprits mal tournés. Tous originaires des Alpus Contaminus, une contrée égarée de Revelgnon. Par rapport au reste du règne animal, même si ça ne saute pas aux yeux, l'Homo sapiens se distingue par la complexité de ses relations sociales, l'utilisation d'un langage élaboré, la fabrication d'outils, le port de vêtements, la domestication de nombreuses espèces végétales et animales, et par une avancée majeure pour l'humanité, la maîtrise du feu. Néanmoins, vous remarquerez qu'il n'était pas très courageux, voire peureux. D'après les recherches approfondies de nombreux paléontologues, ce groupe primitif du territoire revellois était très en avance sur son temps et ses contemporains. Il était constamment à la recherche de modernité et à la pointe de l'innovation. Comme tout groupe d'individus vivant en société, chacun avait son rôle et apportait sa contribution pour la survie du groupe. Certains s'adonnaient à la pêche, d'autres se prélassaient et s'adonnaient à la réflexion, pendant que les mères s'occupaient et protégeaient les nouveau-nés. La vie des femmes n'était quand même pas facile à l'époque et certains conflits pouvaient avoir lieu. La principale activité quotidienne vitale pour le groupe consistait néanmoins à l'allumage du feu. Il faut avouer que la technique n'était pas encore très au point et que certains manquaient incontestablement de pratique. Pour s'occuper, ce groupe installé sur les hauteurs de Revelgnon ne manqua pas non plus de créativité et d'imagination pour inventer des jeux qui ressemblent à nos jeux actuels. Il y eut notamment le biche volé, magnifique. Quelle jetée de biche! On dirait qu'elle vole. Ça ressemble à s'y méprendre à du beach volé, non? L'haltérophilie et le culturisme. Ou encore l'os dans le trou, ancêtre du golf. Certains avaient même développé des talents artistiques assez déconcertants pour l'époque. Regarde le bébé là, regarde les petits pieds là. Tu vois les petits pieds où le bébé? Ces hommes et femmes chassaient non pas pour le plaisir, mais bien pour se nourrir, pour se protéger des prédateurs, pour survivre en quelque sorte. Ils étaient prêts à manger n'importe quoi, ou même n'importe qui. Ils vaquaient ainsi à leurs occupations quotidiennes jusqu'au jour où, par miracle, un jour, à force de persévérance et peut-être d'un peu de chance aussi,
il était connu? La prohibition. Bon. Nous sommes à New York en 1924, il y a exactement un siècle. Cela fait déjà 4 ans que la prohibition de l'alcool a été instituée dans tout le pays. 4 années que les bandes criminelles ou des fabricants clandestins produisent des alcools de contrebande échappant à tout contrôle. 4 ans que la mafia s'organise pour dominer ce marché clandestin et les recettes qu'il produit. Mais les clans se forment, qui se battent pour étendre leur domination ou défendre leurs acquis. L'un de ces clans mafieux est dirigé par un chef sans vergogne ni remords. Son nom est Giuseppe Cabrera, dit la chèvre. Originaire d'un petit hameau niché dans le massif calabrais de Belladonna, Roussetto, on dit de lui que, dans les périodes difficiles, il fut capable de se nourrir de feuilles et d'épines. Un dur. Mais voilà que depuis quelque temps, le jeune chef d'un clan rival vient contrarier son hégémonie sur ces territoires new-yorkais. Tonino Eco, dit Eck, n'est pas un tendre non plus. Disons qu'il est susceptible et indélicat. Il est fier aussi. Depuis un certain temps, la domination de Giuseppe l'exacerbe. Il a déjà réussi un coup d'éclat en remplaçant une cargaison destinée à la chèvre. Sur les caisses, il avait fait écrire « Tu es roux comme de l'alcool, ton nom sonne comme une chèvre, et toi, tu résonnes comme une cloche. » Bref, ils ne s'entendaient pas très bien. Giuseppe Cabrera prit l'initiative. Il donna rendez-vous à Tonino Eco, au cabaret La Roussette, afin de parler. Les milieux avertis savaient très bien qu'en ce jour du 14 septembre 1924, il était clair qu'une rixe allait éclater entre les deux clans et que la discussion allait plutôt être servie au calibre 12. Avoir été clair sur ce que tu dois, ce que tu ne dois pas regarder dans cette ville. Je suis venu pour te voir. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu as fait réparer ta voiture? Je suis un peu à court d'argent. Alors je me disais que tu allais m'aider à payer les réparations. Faudra me buter avant, crois-moi. Ça va faire mal, tu sais. Stop! Bon, elle est bonne celle-là, on la garde, super. Et oh, bougez-vous maintenant, c'est bon. Je vous rappelle que dans votre contrat, la dernière scène, c'est la danse avec le public. Alors faudrait voir vous secouer les fesses, sinon c'est moi qui vais vous les plomber avec du calibre 12. Je veux vous voir tous vibrer au son de swing. Laissez-vous embarquer par cette musique. Trémoussez-vous. Allez, c'est parti. La régie, envoyez.
jeudi 14 septembre 1944, il y a donc 80 ans aujourd'hui, quelques jours après la libération de Paris, c'est dans la ferveur et l'enthousiasme que la ville de Lyon accueillait Charles de Gaulle, l'homme du 18 juin. Transposons cette liesse à Revel et suivez-nous dès maintenant dans ce spectacle. Journal, Revel soir, qui veut mon journal? Achetez Revel soir, journal, Revel soir, journal, journal, Revel soir. Hé, petit, je t'en prends un. Tiens. Quoi? L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Nous sommes en guerre depuis quelques heures. En guerre. Nous sommes en guerre. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. L'éléphant s'est cassé une défense. Le coq chante 3 fois. Je répète, le coq chante 3 fois. Les routes sont défoncées, mais le tout à l'égout n'est pas arrivé. Voilà, ma biche. Le terrain de pétanque a les boules. Les fils téléphoniques sont des chapelets. Le loup est dans la grange Frédane. Et tu comprends rien ou quoi? Mais oh, t'es demeuré. Oh. Je vais vous dire une bonne chose. Le grand colon est bouché. Je répète, le grand colon est bouché. Je ne vais pas dire que je ne l'ai pas dit. Galinette, caresse et câline, brise la glace. Les bonnes miches sont à la boulangerie. Je prends le scooter. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Revel, Revel outragé, Revel brisé, Revel martyrisé, mais Revel libéré. C'est après ces heures sombres, il est temps de faire la fête. 1, 2, 3, 4.
call 'em, what you doing tonight? Hope you're in the mood because I'm feeling just right. How's about a corner with a table for two, where the music's mellow and some gay rendezvous? There's no chance romancing with the blue attitude. You've got to do some dancing to get in the mood. Sister, what you call 'em, that's a timely idea. Something swing-a-dilla would be good to my ear. Everybody must agree that dancing has charms. When you have the certain one you love in your arms, stepping out with you will be a sweet interlude. A builder-upper that will put me in the mood. In the mood. That's it, I got it. In the mood. Your ear will spot it. In the mood. Oh, what a hot hit. Be alive and get the jive. You've got to learn how. The same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet, because they know how he plays. When someone gives him a beat, he really breaks it up. When he plays reveille, he's a boogie woogie bugle boy of company B. La 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 la. And the company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of company B.